Imaginez l'Amazonie, source de toutes nos peurs, nos phobies, nos pulsions d'aventure. Imaginez les forêts vierges primaires, la nature totale et préservée, telle qu'elle fut créée il y a des millions d'années. Les grands bois seront-ils inépuisables et cette nature sera-t-elle restée intacte si nous ne faisons rien pour prévoir à long terme sa protection, sa gestion et sa survie? On arrive toujours à Cayenne avec les mêmes clichés ancrés au fond de nos mémoires. Cayenne, le bout du monde, un univers tropical dur et étouffant, peuplé d'insectes, un climat à transmettre des maladies mortelles, et surtout l'enfer vert, où l'on a puni 40 000 bagnards pendant plus d'un siècle. Des clichés qu'en Guyane on a depuis longtemps oubliés, même si le dernier détenu, Agar, s'est éteint après avoir regardé une dernière fois un monde libre auquel il ne pouvait plus croire. Quand les premiers conquistadors espagnols, puis plus tard, les Français, les Anglais et les Hollandais se sont disputés cet Eldorado il y a 5 siècles, c'est cela qu'ils ont trouvé. Des prix, des marécages dont on ne pouvait rien tirer et une forêt vierge et dense à perte de vue qu'il fallait brûler pour y apporter quelques cultures surabatties. Alors on se prend à observer un peu mieux les habitants de la Guyane, ce peuple riche en races pures ou confondues, qui perpétue encore des traditions profondes. Les Guyanais d'abord, issus des Antilles toutes proches, et les piroguiers des villages fluviaux, Boni, Bosch et Saramaka, venus d'Afrique il y a un siècle ou deux, qui parlent le taki-taki et sont les rois incontestés des rivières, les meilleurs guides à coup sûr de la vie en forêt. Depuis 12 ans déjà, une autre langue est venue enrichir le créole guyanais avec l'apparition des premiers Hmongs laotiens qui ont réussi à Cacao à vivre en autarcie et à implanter des cultures jusqu'alors vouées à l'importation. Mais les vrais, les premiers habitants de cette forêt amazonienne, personne ne pourra le nier, ce sont bien les Amérindiens, qui s'appellent en Guyane Wayampis, Émerillon et Oyampis. Ils ont traversé les siècles en silence sur ce coin du monde avec leur connaissance si profonde de la terre, des astres et de la nature que peut-être un jour ils nous transmettront quelques-uns de leurs secrets. La médecine des plantes, la force issue des racines, la puissance et le langage des plumes,
leur communication avec les animaux. Camopi est une commune à part entière et comme toute commune, elle a des conseillers, des citoyens qui ont droit à toutes les prestations du commun en métropole. Bon, ils connaissent les lois dans la mesure où ils peuvent. Disons qu'ici, les lois, c'est particulier, ils sont soumis aux lois françaises évidemment. Hein. Ils connaissent le français, la plupart s'expriment très bien en français, sans problème. À l'heure actuelle, les Indiens sont désireux ici de se gérer eux-mêmes, de gérer leur commune et de préserver leur patrimoine, hein, qui est la forêt, la chasse, la pêche. Et les Indiens sont désireux du respect donc, de cette interdiction qui est faite sur Camopi, hein, pour préserver leur communauté. Bon, ils n'acceptent pas évidemment que des personnes viennent chasser ou pêcher sur leur territoire. De toute façon, ça ne se passe pas puisque pour l'instant, on est toujours en zone interdite, soumis à arrêter pour y venir. Donc c'est pas le cas. Chaque semaine, le maire et ses adjoints s'inquiètent de voir leur mode de vie se dégrader un peu plus. Et la pollution de l'eau, ça nous dégoûte et ça nous donne des maladies. Et une fois, c'est eux qui vont la richesse et c'est nous, qu'est-ce qu'ils vont laisser pour nous? C'est du maladie. Et au point de vue de la chasse et des animaux, est-ce que le gibier est toujours abondant ici comme avant? Non, ils sont très éloignés maintenant. Parce qu'à propos des chercheurs d'or et puis l'augmentation des habitants, eh bien, ça éloigne beaucoup. Et jusqu'à présent, il faut pêcher, pour chasser, il faut aller maximum un peu plus loin. Combien de kilomètres? Eh bien, il faut au moins 20 kilomètres. Hein. Ça, c'est le sable sorti de ce trou, ce qui amène à la pollution de la rivière. Cette blessure de la terre sur le bord du fleuve était de surcroît inutile. Pas d'or par ici. Alors les chercheurs de métal jaune sont allés plus loin. Voilà Louis, le chaman de Camopi. C'est Louis. Quel âge tu as? Hein? Moi, 63. Ah, tu es jeune encore. Ah ouais, oh non, c'est pas jeune. Mais toi, tu ne veux pas la télévision? Non. Ah. Pourquoi? Ah, pourquoi? Oh, je sais pas. Je connais même alors comment nous bâtir pour. Tu as peur des Brésiliens qui viennent par là pour chasser beaucoup? Non, non, négatif. Pas de problème? Non. Les Beaujolais, ils passent par ici, ils ne peuvent pas coster ici. Ils le savent, j'aime moi. Ils ne peuvent pas venir chez moi. Tu te laisses pas faire ça? Non. Toi, tu donnes les bons sorts aux gens? Si, bonjour, je suis tranquillement, quand tu es malade, il revient ici, alors tranquillement, bon, je vais soigner, je compte bien travailler pour lui. Et à quel moment de l'année tu fais une fête avec les esprits, avec tout le monde? Tu fais ça? Oui, tout tourne l'esprit, après, pour l'esprit, il revient, parce qu'il y a beaucoup de malades, chacun l'a soigné, et après, ça va bien. Tout. Tu fais une fête spéciale pour les esprits? Oui, oui. À quel moment? Quel est le moment pour 8h15. Tous les jours? Tous les jours. Toi, Louis, tu vas à la chasse? La chasse. Tu es bon chasseur? Ça. Et du coup, la paquira, les pécaris, les conchons, les maïtouris. Tu ne chasses pas à l'arc? Oui, avec une arc. Tu chasses avec l'arc? Si. Mais t'as le fusil aussi? Non, c'est le fusil, je ne choisis pas. Hein. Le tueur, même, il ne peut pas. Tu chasses avec l'arc? Oui, je chasse avec une arc. Et tu pêches aussi avec l'arc? Si, mais j'en ai mon arc. Et tu pêches aussi? Si pêche aussi, je vois les chauds, les coumaros, les pacos, chaque on attaque. D'autres voyageurs sont venus s'installer à leur tour en créant une ville plus moderne, plus technologique, depuis que l'homme est allé chercher sur la Lune ce qu'on ne trouve pas chez nous. Ce sont les techniciens de Kourou qui ont accroché leur ville sur le littoral forestier. Une cité tout en longueur, car il y a beaucoup d'espace sur les plages de l'Amérique du Sud. Sur les 134 000 habitants de la Guyane,
15 200 vivent ici pour une durée de missionnaire et partagent la vie guyanaise quand ils sortent de ce cocon rassurant, pourtant si proche d'un paradis végétal. On arrive toujours aussi à l'hôtel des Roches quand on vient à Kourou. D'autres chaînes hôtelières s'implantent à leur tour au gré de la fluctuation des techniciens du centre spatial guyanais. Une enclave citadine qui a dû sans doute défricher une partie du littoral plus constituée de savane que de forêt. La ville moderne s'est soudée à l'ancien village Saramaka, situé à l'embouchure de la rivière Kourou. Et, curieux paradoxe, la technologie la plus avancée côtoie aujourd'hui les premiers âges du monde. Le site qui a été retenu était un site de savane pour permettre, je dirais, l'implantation de moyens techniques sans problème majeur, en particulier de déforestation. Nous avons installé les moyens de télémesure, de trajectographie, les radars, etc., sur les hauteurs, sur des collines, ce qui nous a évité de déboiser et de maltraiter, je dirais, le site de Kourou. Par contre, la nature, elle s'en est chargée, puisque nous avons hérité, par exemple, sur la côte, d'une forêt de palétuviers qui nous embête encore actuellement et qui n'existait pas quand nous sommes arrivés ici en 1965. Donc je crois que le site de Kourou a été relativement très bien préservé. Bon, c'est vrai qu'avec la création d'une ville, on a remblayé, mais on a replanté derrière, pas autant que je le souhaiterais, mais ça va venir. Alors, tout naturellement, un tourisme fluvial a vu le jour, puisque l'unique plage de Kourou ne pouvait suffire à cette envie d'ailleurs pendant les longs week-ends guyanais. J'ai créé Takari Tour, qui est donc une agence réceptrice en Guyane, depuis 1975. À l'époque, personne ne croyait, ou très peu de gens croyaient aux possibilités touristiques en Guyane, dans la mesure où on proposait un tourisme un peu nouveau, un tourisme d'exploration, un tourisme vert. Je reste persuadé que c'est un tourisme qui peut se développer beaucoup plus que ce qu'il est à l'heure actuelle, sans du tout arriver au seuil de saturation, ni pour les habitants de ce pays, ni pour la nature, dans la mesure où elle est omniprésente et grande, et où il y a vraiment de l'espace. Donc on est en Amazonie française ici. C'est pas une nature, c'est pas le bois de Boulogne. Si vous voulez, le gros de la clientèle est une clientèle affaires, mais on commence à recevoir quelques touristes et, je veux dire, gens qui aiment l'aventure dans la forêt. Le rôle du tour operator est d'expliquer aux touristes futurs ce qu'ils vont trouver en dehors de l'hôtel et à l'intérieur de la forêt. Alain Hermès ne s'y était pas trompé et son idée en quelques années a fait école. Ça a commencé un soir de Noël avec des amis ici. Le site m'a plu et j'ai continué à défricher tout doucement et à venir tout doucement avec les premières personnes. Et maintenant, nous avons installé ce petit village vacances. Alors ici, nous sommes sur la Pouague, à Soatanaz, environ 45 km de fleuve de Regina. Il n'y a pas une grosse clientèle de vrais touristes qui viennent d'Europe. La plupart des clients sont des gens en poste en Guyane et quand ils reçoivent de la famille, en profitent pour faire un tour en Guyane. Un tourisme qui peut se pratiquer aussi, vu du ciel. Nous allons créer un centre de loisirs ULM. Ce centre de loisirs ULM ne contient pas que du LM pour attirer un grand public. Il va être basé entre Cayenne et Kourou. Il y aura une clientèle diversifiée, c'est-à-dire qu'à la fois la clientèle locale, parce que les centres de loisirs, il n'y en a pas. Ceux qui veulent découvrir un peu la Guyane et qui n'ont pas le temps de passer 10 jours en pirogue, eh bien, ils vont pouvoir utiliser son engin en 2-3 jours. Ils sont déjà sur des sites intéressants. Et il va également avoir une clientèle qu'on va faire venir depuis l'Europe, les États-Unis, le Canada, qui va prendre le centre de loisirs comme point de départ pour, je dirais, se mettre en forme dans les conditions de sécurité et avec toute la logistique nécessaire. C'est extrêmement silencieux, d'ailleurs quand on se pose moteur réduit, il faut vraiment suivre l'ULM des yeux pour se rendre compte. Effectivement, si on passe à plein gaz à 1 mètre au-dessus du sol, mais ce qui est très rare, parce que quand on se pose, par définition, on se pose moteur réduit, donc je dirais que c'est quasiment inaudible, et c'est en tout cas beaucoup moins bruyant qu'un moteur hors bord de pirogue.
Tout le monde semble d'accord pour appréhender la grande forêt amazonienne avec précaution. Mais depuis quelques années, une nouvelle ruée vers l'or rappelle parfois celle du début du siècle. Pour l'heure, de petites industries s'installent sur des barges inoffensives et qui semblent se préoccuper de la propreté des eaux des fleuves. Petites barges qui déposent sur une moquette chaque année quelques dizaines de kilos de poussière d'or arrachée au limon de la Prouague, de l'Oyapock ou de la Mana. Mais ne l'oublions pas, c'est à Saül que tout a commencé il y a plus de 60 ans. Autrefois, quand le père Didier a créé Saül, les orpailleurs étaient éparpillés un peu dans toute la région. Et alors, il y avait les femmes, les enfants qui traînaient un peu à droite, à gauche, qui étaient n'importe où dans les bois. Et le père Didier, nommé par l'évêque pour s'occuper de cette région-là, a jugé bon de créer le bourg de Saül qui n'existait pas. Je ne me rappelle plus l'année, mais c'est après la guerre. Juste après la guerre. Et il a créé un centre, avec ouvert une école, et il a conseillé aux gens, vous voyez, que les femmes et les enfants viennent là, les enfants iront à l'école, et les maris reviendront régulièrement au bourg de Saül. Il y aura un centre. Également, ceux qui apportent le ravitaillement profitaient énormément, faisaient des prix excessifs, qui étaient tous payés en grammes d'or, évidemment. À l'époque, il y avait du monde ici, je crois qu'il y avait presque 800 personnes, non? Ah oui, il y avait énormément de monde. Et aujourd'hui? Eh ben maintenant, quand l'orpaillage a cessé, les gens sont partis. Beaucoup étaient des créoles d'origine de Sainte-Lucie. Les originaires de Sainte-Lucie sont reclassés soit sur la côte, soit à Maripasoula, soit dans des endroits comme ça. Et à Saül, vous avez combien de voix? Et alors, il y a une dizaine d'années, il devait y avoir 36 ou 38 personnes. Un des gros malheurs de Saül, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'école. Alors, pas d'enfants, pas d'école, c'est un bourg qui est mort. Le mercure déposé au fond des fleuves, ce redoutable mercure qui sépare l'or du sable, mais qui se dépose dans l'eau que l'on boit et dans la chair des poissons que l'on pêche. C'est bien là le danger. Mais maintenant, il ne faut quand même pas oublier que l'orpaillage a un passé en Guyane et qu'à cette époque-là, les traitements n'étaient pas ce que nous connaissons maintenant et il y a déjà une bonne quantité de mercure dans le fond des fleuves pour des raisons multiples. O sistema brasileiro não deixa evaporar mercúrio, não deixa nada. A pessoa tem um sistema, queima todo chama cadim no Brasil. Ele pega fogo embaixo e tudo, o mercúrio separa tudo e não evapora. Tout le mercure qui est sorti a resté dans une place qui y en a le caddie. C'est un système que les Guyanais ont cherché au Brésil. Il est certain que les sites d'orpaillage sont, heureusement pour nous, assez éloignés des zones habitées. Mais nous constatons effectivement qu'il y a une masse de terre manipulée telle que cela entraîne des troubles au niveau des fleuves, avec surtout une augmentation de la turbidité, présence de matière en suspension extrêmement grande, et puis toutes les conséquences que l'on peut avoir si les produits utilisés tels que le mercure par exemple ne sont pas traités dans les bonnes conditions. L'orpaillage connaît une nouvelle fièvre actuellement en Guyane. Bon, le phénomène d'accélération est vrai partout. En Guyane, tout le monde reconnaît qu'il y a un pourcentage de croissance qui est vraiment supérieur à la moyenne, aussi bien pour la croissance démographique d'ailleurs. Mais vous faites état de cette rentrée difficile à contrôler d'immigrants venant des pays voisins et qui
essaient de se resituer un petit peu comme chez eux dans le milieu naturel qu'ils connaissent parfaitement, et surtout pour la recherche de l'or. Là, nous avons effectivement un problème qui interpelle tout le monde. Vous avez pu le constater qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème concernant l'État, mais également toutes les collectivités, car on se rend compte de plus en plus qu'il y a une pression qui s'exerce sur un milieu naturel qu'on croyait complètement à l'abri de toute atteinte, parce que vous avez des gens qui sont aventuriers, qui pénètrent ce milieu avec beaucoup de facilité et qui, lui, se lancent justement dans cette exploitation de l'or, parce que c'est le métal qui a toujours attiré et qui donne l'impression de pouvoir s'enrichir très rapidement. Autre source de profit, la faune amazonienne. Près de Cayenne, un parc zoologique présente certaines espèces guyanaises. Et en venant en Guyane, évidemment, j'ai vite compris qu'ici, la nature, c'est probablement un endroit où la nature est la plus menacée du monde, suite à une chasse absolument destructive, incompréhensible et même absolument atroce. Même ceux qui devaient appliquer la loi pour protéger la faune, c'est ceux qui chassent encore le plus. Alors, je me suis mis dans la tête de créer une réserve animalière. Et évidemment, en créant la réserve, il fallait que je vende une partie des animaux pour pouvoir acheter les accessoires nécessaires pour la création de cette affaire-là, chose qu'on me rapproche en permanence. Mais jamais personne n'a encore rapproché à qui ou quoi que ce soit quand il a tué des dizaines ou des centaines d'animaux ou quand ils ont déforesté des milliers d'hectares sans plus précis, sauf de faire du pognon. Alors je pense, je suis suffisamment bien placé pour connaître maintenant en Guyane qu'est-ce qu'il se passe. Et c'est tellement atroce que je ne vais même pas tout dire parce que les gens croiront vraiment que c'est impossible que c'est vrai. Quand je suis arrivé en 79, dans la région Organabo, Irakubo, jusqu'à Sinamari, il y avait une colonie des ibis rouges, plus ou moins de 25 000 têtes. À l'heure actuelle, il n'y en a pas 500. Ça vous donne une idée de la destruction. C'est un peu bête à attraper. On attrape avec un système de 2 lassos mis l'un dans l'autre. Un lasso attaché à une poule, il mord la poule, et avec l'autre lasso, après on fait passer l'autre lasso autour du cou. Et là, le caïman, il réagit toujours pareil, il s'enroule sur lui-même. Il y a beaucoup d'animaux qui font ça. Il fait des tours, des tours, des tours. Alors on le ligote, et puis après attaché au bord du bateau. Et... Le caïman noir, même petit, moyen ou gros, il existe à l'état naturel, à l'état sauvage, que à Caux, que dans les marécages de Caux. Ils sont exterminés. Dans le Pantanal, c'est une région au Brésil qui fait 250 000 km². Chaque année, ils en tuent 2 millions. Encore maintenant? Ouais. De cette taille-là? Non, c'est les petits qui tuent parce que, en plus, ils prélèvent une petite bande sur le côté du caïman, là, ils rejettent la bête entière à la flotte. Là, les animaux, ils sont dans leur biotope, ils sont chez eux. C'est plutôt une réserve ici. Je veux dire, on n'a pas d'animaux qui sont hors de Guyane. On a que quelques petits singes du Brésil, quelques tortues du Brésil, mais le climat au Brésil, à Guyane, c'est le même. C'est pareil. 90% des animaux qui nous arrivent ici s'en sortent, quoi, bien même, parce qu'ils se reproduisent. En Amazonie, il y a la loutre géante d'Amazonie qui fait jusqu'à 2 mètres de longueur. C'est la plus grande loutre du monde. Voilà, c'est Pénélope. On l'appelle Pénélope. Pénélope, c'est le nom brésilien de la loutre. Ça, c'est le pécari collier. C'est un sanglier, c'est la famille des ongulés, c'est la famille des sangliers, comme on a en France, exactement pareil. Il y a quoi, l'année dernière, il y a 1 an et demi, ils en ont tué plus de 300 dans la nuit parce que ça traverse les cours d'eau, ça. Et c'est facile dans la flotte. Bing, 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 et on les ramasse, mais il y en a plein qui coulent, qui dérivent, etc. Il y a eu un massacre épouvantable. Ils en ont récupéré 70, il y en a 300 qui ont été tués. Maintenant, les bandes de cochons bois en Guyane, elles sont de 20, 30 individus. Avant, il y avait des bandes qui se déplaçaient de 500, 800, on parle de bandes de presque 1000 animaux qui se déplaçaient comme ça. C'est fini, ça, c'est complètement fini, ça, maintenant. Le jaguar lui-même ne s'attaque pas aux grands tamanoirs, mâles, adultes, etc. Facilement, quoi. Il n'est pas mangé, mais on le capture pour ses griffes, pour faire des grattoirs avec la taille de sa queue. Vous avez vu sa queue, comment elle est fournie en poils, très très dure, très très dense. Ils en font des balais pour les carbets qu'ils ont en forêt. Ils ont toujours des utilisations et ils trouvent toujours un moyen pour se servir de tous les animaux ici. Allez. Alors voilà l'anaconda. Ça, c'est le plus gros serpent du monde. Par son diamètre, ok? C'est pas le plus long serpent du monde. C'est le plus gros par son diamètre, avec le python molure en Australie.
C'est le plus gros serpent d'Amazonie, bien sûr. Et en Guyane, le plus gros qui a été trouvé ici faisait 7,40 mètres, je crois. Ça, c'est un spécimen qui fait déjà un peu plus de 5 mètres. Il y a à peu près 75-80 kilos de serpent, là. Oh, c'est un serpent qui a entre 15 et 20 ans, hein, ça. Les gros sujets sont toujours des femelles. Ça, c'est une femelle, c'est sûr et certain. Et ce sont toujours des serpents très très vieux. Hein. Rodolphe Watchinger est devenu au cours des années un très très bon naturaliste. C'est l'une des personnes qui connaît mieux la faune guyanaise. Mais c'est ce qui le rend d'un côté d'autant plus dangereux. C'est-à-dire que dans les années 80, ça a quand même été un commerçant qui vendait des animaux vivants. Actuellement, le ministère de l'Environnement lui a délivré un certificat de capacité pour ouvrir un zoo, ce qu'on appelle communément un zoo, donc ouvert au public. Mais on peut quand même conserver quelques doutes par rapport à son honnêteté. En 1992, nous avons su qu'il y avait eu quelques 200 tortues protégées par la loi qui avaient été capturées dans les marais de Caux et vendues, enfin, tout au moins ils sont arrivés chez M. Watchinger. Alors qu'en a-t-il fait? Si vous voulez, il faut bien voir qu'il y a à la fois, en quelque sorte, les Guyanais des champs et les Guyanais des villes. J'entends par Guyanais des champs un certain nombre de populations tribales, type les Amérindiens ou les Noirs réfugiés, et puis un certain nombre de créoles ou autres qui vivent en pleine brousse. Ces gens-là ont encore besoin, bien souvent, de chasser pour vivre, pour leur famille, pour l'alimentation de leur famille. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui habitent à Cayenne, Saint-Laurent, Kourou, etc., qui sont fonctionnaires ou qui ont des postes salariés, et qui, eux, souhaiteraient, et font d'ailleurs, chasse pour simplement des questions de loisirs. Et pourtant, des milliers de singes, de toucans, de pécaris s'entassent tristement dans des congélateurs flottants. Pour le moment, il n'y a pas d'application du code rural sur la chasse en Guyane. Et il faudra donc aménager un texte qui permette justement d'avoir une législation satisfaisante dans notre région. Alors je crois que maintenant, c'est un projet qui est en cours, qui avance très bien. Et je crois qu'assez rapidement, on arrivera à mettre en place une réglementation. La faune a beaucoup diminué. La preuve, il y a les anciens du village qui vous disent auparavant, on avait beaucoup plus de gibier. Et c'est ce que je constate parce que j'ai grandi ici et je vois que maintenant, il y en a très peu qu'il faut aller très très loin pour en trouver. Vous savez, moi, je ne suis pas contre la chasse. Je suis pas... Mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux chasseurs à prélever le gibier pour se nourrir et ne pas tirer sur tout ce qui bouge. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Kiriakou. Ah oui, c'est plus petit que la biche. Oui, c'est en quelque sorte un chevreuil d'Europe, quoi. Ah, d'accord. Voilà. C'est un jeune mâle. Ah, ouais. Vous me le proposez là? Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Je vais le prendre parce que ce soir, j'ai des clients. Je ne chasse pas pour le plaisir. Je n'ai pas plaisir à tuer les bêtes. Je chasse uniquement pour manger. Et puis, bon, ben, le village en profite aussi. Voilà. Puisque Saül, c'est tout de même un petit village isolé, en pleine forêt amazonienne. Et ça, c'est une particularité. Bon, les gens, quand ils ont de la viande, ils sont contents. C'est pourquoi il ne faut pas manger ça. Hein. Ah, lui, il adore ça. Non, c'est pas interdit de manger les babounes. Ils sont pas protégés. On peut les manger, les babounes. Mais ce sont ceux qui veulent en manger, en mangent. C'est le gros singe hurleur, celui qui fait ouh le soir. En pleine nuit, là. Fricassé, colombo, c'est bon. C'est ça, c'est très bon. On peut faire... Sans les chasseurs eux-mêmes, je crois qu'on n'arrivera à aucun résultat. Il est absolument nécessaire qu'ils prennent conscience de ce problème et surtout qu'ils comprennent que, dans le fond, cette gestion a pour but d'améliorer et d'entretenir leur propre sport, leur propre loisir. Il n'y a pas que l'aspect donc alimentaire. Je crois que beaucoup de chasseurs sur la côte ont pour cela surtout un objectif de loisir et ceux-là comprendront, j'espère, assez facilement qu'il soit nécessaire de faire cette gestion et de partager avec nous les responsabilités justement de ce contrôle. Les bois là, c'est du Mama Yahweh. La atte d'ici, la a été capacité d'Aïharengue. Il y a plus de 300 espèces, vous savez, donc c'est pas évident. On n'a pas encore pu localiser toutes les zones où ces espèces se trouvent. Il y a des espèces qui ont une répartition très large et d'autres qui sont plus limitées, soit au marais, soit au fleuve. Et effectivement, pour le moment, en matière de pêche en eau douce, il n'y a rien vraiment d'inquiétant en dehors des zones de marais, où l'utilisation effective de filets imputrescibles à base de matières synthétiques pourrait, à force d'immersion ininterrompue, apporter des difficultés, puisque ces filets interviennent à ce moment-là dans les migrations. Non.
Aymara, piranhas, coumarous font pour le moment le bonheur des pêcheurs. Mais il n'est pas trop tard pour prendre en charge en amont l'équilibre de la faune aquatique. Qu'est-ce qui a bien pu motiver les frères Villarreal pour créer en pleine jungle un club de découverte sur la rivière Mana? En premier lieu, l'amour que nous avons déjà de la forêt et de la nature qui est encore vraiment énorme au niveau de la Guyane et le côté sauvage. Donc par rapport à cet amour-là, on essaie de le faire partager aux gens et c'est venu du fait qu'on ait promené énormément d'amis en premier. Et de ces amis-là qui nous ont suggéré après d'essayer d'ouvrir ça à davantage de monde. C'est des chercheurs d'or, les autres. Les enfants nous font tout à fait confiance. Et avant de les mettre à l'épreuve, nous sommes nous-mêmes déjà exposés à l'épreuve pour leur montrer. Livrée à elle-même, la forêt exubérante ne cesse de croître, d'envahir les routes, tant l'humidité à 80% favorise la croissance des feuilles et des grands arbres sans racines, qui tombent seuls, tous les 100 ans, aidés souvent par les pluies torrentielles sur le sol argileux. Les percées des routes au travers des grands bois se pratiquent souvent à la tronçonneuse, mais surtout au bulldozer. Il y a plusieurs années de cela, l'exemple brésilien de la transamazonienne nous avait démontré qu'on pouvait déforester jusqu'à 2 km d'avancée par jour. Le bulldozer est donc l'arme redoutable d'une forêt mal gérée. Depuis le sommet de Rio, il semble que les hommes ont pris conscience que l'Amazonie est un jardin fabuleux, unique et fragile, et que sans l'application d'un code international, nous aurons tôt fait de réduire totalement la forêt, comme cela s'est déjà produit dans des pays voisins. Bien avant la grande rencontre de Rio en juin, l'environnement avait déjà fait beaucoup de progrès dans la Guyane et de nombreux élus commençaient à s'y intéresser. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que dès 1990, la région avait déjà inscrit dans son budget des financements pour étudier le parc naturel régional. Sur la bande côtière, c'est là que se concentre actuellement toute la vie économique de la Guyane, et en particulier les prélèvements de bois nécessaires à l'alimentation de la filière bois. Et nous avons cette ligne verte ici qui schématise la limite d'avancement vers le sud de l'exploitation forestière pour les 25 ou 30 prochaines années. C'est-à-dire que, en principe, le prélèvement forestier pour l'alimentation de la filière bois en grumes ne dépassera pas ou n'atteindra pas cette limite qui est ici de façon schématique. Il y a donc le parc national du Sud. Il y a des réserves naturelles, comme la réserve naturelle des Nouragues, la réserve naturelle de la Trinité, la réserve naturelle de Saül, et puis il y a le parc naturel régional du littoral qui comprend une zone à l'ouest de la Guyane, sur la commune de Awala-Yalimapo, où là on trouve un site de ponte de tortue-lutte mondialement important, et puis sur toute la partie est du littoral, englobant les marais de Caux et les marais et montagnes comprises entre l'embouchure de la Pouague et celle de l'Oyapock. Maintenant, on en a marre. Et depuis 15 ans, il y a un projet de réserve sur Saül et sur la côte. Et jusqu'à maintenant, on ne voit rien venir. Et là, je dis que c'est urgent. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Parce que nous avons la chance en Guyane d'avoir des sites
fantastique comme Saül, ma commune. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce projet arrive à son but. Parce que nous avons quand même la faune, la flore exceptionnelle. Par exemple, dans la région, sur les 550 oiseaux nicheurs qui se trouvent en Guyane, il y en a déjà 350 à Saül. Alors, donc c'est quelque chose, on pourrait avoir un parc ornithologique de façon à ce que les scientifiques, je sais pas quoi, ils peuvent faire quelque chose, les touristes on peut faire quelque chose de ce côté-là. L'Amazonie est sans doute l'arche de Noé tant recherchée dans le monde. Sur 8 millions d'hectares de bois, 1/6 de la France, 10 000 espèces végétales sont répertoriées, sur lesquelles on compte 1000 espèces d'arbres, 8000 plantes vasculaires, dont la moitié sont endémiques, 1200 espèces de vertébrés, dont 10 familles de mammifères sur les 19 connues dans le monde, 685 espèces d'oiseaux et 400 000 espèces d'insectes, soit 20% de toute la planète. Une osmose naturelle, faune et flore, participe de cette exceptionnelle richesse qui reste à découvrir et qui nous émerveille à chaque instant. Lianes façonnées par un sculpteur de génie, d'autres lianes géantes à l'assaut des grands arbres, paysages à chaque fois surprenants qui viennent des origines de l'homme, musée fantastique vivant à l'état pur et qui ne nous a livré que quelques-uns de ses mystères. Alors ça, c'est du cèdre Sam. C'est le cèdre qui sert à faire toutes les planches de toutes les maisons du village. Et on le reconnaît d'une façon très particulière, c'est que le dessous de l'écorce, la partie vivante, a une odeur caractéristique de pommes de terre crues. Alors ça, c'est un arbre très utile en forêt, c'est le bois encens. Il y a plusieurs espèces de bois encens en Guyane, quelques-unes, mais ils ont tous la propriété de faire une sève comme ça qui sent l'encens, qui même verte, comme ce morceau-là que j'ai pris tout à l'heure, s'allume et se consume comme un allume-feu. Et c'est très utile en forêt parce que même en saison des pluies, comme en ce moment par exemple, dans un climat très humide, voilà, un morceau comme ça suffit à allumer un feu. En préparant du petit bois avant, et ça sent exactement ce qu'on sent dans les églises, c'est de l'encens. Alors ça, c'est du Maria Congo. C'est un arbre très important aussi quand on est malade en forêt, parce que c'est ce qu'on appelle aussi le bois quinine. C'est l'arbre dont les Indiens tirent la quinine, dont ils se servent pour se soigner les fièvres, les palus, les crises de paludisme, les dysenteries et les faiblesses en général. Alors ça, c'est le palmier pinot ou wassaï. Rien d'en faire. Si on n'a vraiment rien à manger, je crois qu'il vaut mieux quand même manger ça que rien du tout manger. Une liane géante très visitée dans ce parc de Saül, un ficus verniculaire qui a peut-être 200 ans et qui s'est littéralement enroulé autour du tronc d'un wakapou. Son diamètre à la base fait au moins 30 mètres. C'est toute la lutte des plantes extravagantes pour leur survie, en quête du soleil au-dessus de la canopée. La réserve de la Mirande, depuis 50 ans, le premier parc naturel protégé en Guyane. Cette réserve de la Mirande est à 10 km de Cayenne à vol d'oiseau, mais elle se trouve surtout dans l'île de Cayenne, qui sera dans l'avenir le Grand Cayenne, tout comme on pourrait parler du Grand Paris. C'est un site un peu particulier parce que géologiquement, cette montagne a été isolée il y a très peu de temps. Enfin, à l'échelle géologique, il y a très peu de temps, il y a 10 000, 15 000 ans. Cette réserve a été isolée, c'était une île au Quaternaire. Et de fait que ça a été une île, il s'est développé une flore assez spéciale qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui est en gros un confluent de flore du sud, de la région d'Amapa, et de flore du nord, de la région du Suriname. Par conséquent, c'est vraiment quelque chose d'un peu spécial que l'ONF et les autres autorités ont tout intérêt à préserver tel que c'est. La réserve de la Mirande, c'est vraiment plus qu'un symbole, parce que ça a déjà été la première réserve créée, comme je l'ai dit, par le préfet en 1942, mais surtout parce que c'est inévitable de s'en rendre compte aujourd'hui, étant donné que le forestier est un aménageur qui voit à long terme,
la Mirande et le Mahuri seront le bois de Boulogne et le bois de Vincennes du Grand Cayenne. Reste enfin la filière bois. L'exploitation forestière en Guyane n'est pas organisée pour l'instant. C'est simplement une dévolution d'une surface à un sieur ou à un exploitant, qui ensuite, une fois qu'on lui a donné la surface qu'il a réclamée, il fait ce qu'il veut à l'intérieur. Et par conséquent, il va couper les arbres, les espèces dont il a la vente. Et ces espèces, malheureusement, en Guyane, sont un tout petit nombre. Je dirais 2, 3, 4 ou 5, c'est un maximum. Nous avons, grâce à l'ONF, une concession assez importante. Nous nous sommes battus pour la garder, puisque depuis quelque temps, les concessions sont plus acceptées. Et nous essayons, par nos propres moyens, de la commercialiser, c'est-à-dire nous abattons les arbres en forêt, ce qui fait encore 60 km d'ici. Nous les récupérons avec des bulles sur les pistes, qui sont entretenues par la société même. Et nous ramenons ces bois dans la scierie. Nous faisons du parquet, du bardage. Et nous construisons également quelques habitations, dont la réalisation de cacao, l'école communale. Sur les 8,5 millions en gros d'hectares que compte la Guyane, 7,5 millions sont la propriété de l'État et sont compris dans son domaine forestier privé. Et par conséquent, ce ne sont pas des biens vacants et sans maître. Seulement, il faut bien comprendre que pour le développement de la Guyane, il est nécessaire que des terrains soient libérés de leur utilisation forestière pour être destinés à d'autres utilisations suivant les besoins économiques de la Guyane. L'économie de la Guyane, justement, pouvait fonctionner jusqu'à ce jour grâce à la centrale EDF de dégrade des Cannes sur le port de Cayenne. J'ai passé un mois en brousse, là, faire une prospection pour des recherches de sable, pour les ouvrages de Petit Saut, et puis pour la route d'accès au site. Je suis arrivé en Guyane en 1981 pour l'étude du barrage de Petit Saut. Cette étude, c'est une étude sur le Sinamari, qui est très importante, je pense, moi, pour la Guyane, car la Guyane a besoin d'énergie. Elle a été prospectée, cette route, en 1981, où on a fait une reconnaissance pour reconnaître le tracé entre Kourou et Petit Saut. Cette route traverse un massif montagneux. Elle va servir d'accès au futur barrage qui est sur le Sinamari. Elle traverse toute une zone de savane que vous avez pu voir là, sur le cordon littoral en face du pas de tir d'Ariane, pour traverser un relief qui mène le long de la montagne Vénus et qui va sur Petit Saut. Ce verrou, c'était l'emplacement idéal pour un barrage. Donc, on a choisi ce site pour un éventuel projet hydraulique. J'étais en 1981 avec l'ami Mater, ingénieur chargé de ce projet, à partir d'éléments très épars, de définir ce que, à partir d'un site en forêt guyanaise, pourrait devenir un barrage pour les années 90 et pour l'an 2000. Et à l'époque, nous savions déjà que la consommation d'électricité en Guyane suivrait une courbe croissante très importante. Et donc il fallait imaginer des ouvrages qui répondent aux besoins de l'an 2000, l'ordre de grandeur, une centaine de mégawatts. Le site de Petit Saut, sur le fleuve Sinamari, est rapidement apparu comme étant le meilleur site pour les besoins que nous avions identifiés. Nous avons à faire face à une croissance qui est très importante, qui est de l'ordre de 12% par an, ce qui est considérable, puisque en clair, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre des moyens identiques à ceux qui existent tous les 6 ans. Assez rapidement, nous avons arrêté les principales caractéristiques de cet ouvrage, sa hauteur, sa longueur, et ce que nous n'avions pas à l'époque prévu, parce que c'était une technique qui n'était pas d'actualité à ce moment-là, c'est la technique que nous avons utilisée pour le construire, la technique du béton compacté roulé, technique innovante que, je dirais, beaucoup de pays dans le monde maintenant adoptent ou vont adopter. C'est la technique des années 90
pour la construction des grands barrages. Quatre années de travail ininterrompu, 1 millier d'hommes sur ce gigantesque édifice. Le barrage de Petit-Saut sera achevé dans 1 an. En fait, c'est un ouvrage très longiligne qui a épousé en fait la topographie un petit peu particulière. On n'a pas un excellent verrou à Petit-Saut, ça nécessite donc un ouvrage très long, 750 mètres d'ouvrage béton, et puis des digues annexes qui ferment des cols adjacents. On a également des cols adjacents à fermer sur la retenue, travaux qui ont été réalisés en septembre-octobre de cette année. La rivière Sinnamary a dû être détournée sur ce site inhabité et le barrage fournira une énergie suffisante jusqu'en 2005. L'impact sur l'environnement sera à la mise en eau de 0,3% de la surface totale guyanaise. C'est peu en rapport de l'intérêt économique sans cesse croissant de cette région en plein essor. Mais après, dans 15 ans, qu'en sera-t-il? Ferons-nous appel à d'autres barrages et à d'autres barrages tous les 15 ans? Ou bien d'autres sources d'énergie seront-elles découvertes? Et les sites de rivières et de forêts jusqu'alors protégés seront-ils à leur tour sacrifiés dans les 100 prochaines années si l'Amérique du Sud doit devenir, ce qui est probable, une zone économique surdéveloppée? Alors il est vrai que la Guyane et le Sinnamary sont des lieux qui sont assez exceptionnels au niveau de l'environnement et du tourisme. Et il y a bien sûr des inconvénients au niveau environnement à construire un barrage de ce type-là dans un tel milieu. Mais ça, il faut être clair, bien sûr. Hein. Le barrage de Petit-Saut va mettre complètement hors circuit, disons, d'un point de vue biologique, une vaste zone du territoire, donc environ, je crois, 300 km². Et ceci, d'ailleurs, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, car le plan d'eau lui-même, il ne faut pas croire qu'on pourrait faire de la planche à voile. Ce plan d'eau sera parsemé d'arbres morts pendant fort longtemps et sera le siège de fermentation extrêmement importante puisque toute la masse végétale va pourrir lentement et par conséquent on aura une zone qui sera pratiquement plutôt repoussante qu'attractive. Hein. Mais ceci ne représente pour l'instant qu'une zone limitée dans l'ensemble de la Guyane qui, fort heureusement, si les choses se poursuivent de la même façon, restera non touchée, à condition que l'on ne multiplie pas les voies d'accès, car le grand danger, on a bien vu en Amazonie, le grand danger pour la forêt, ce sont les routes. Nous avons fait une étude d'état de référence 2.0 et nous avons aussi bien inventorié les bactéries que les grands mammifères et bien sûr tous les maillons de la chaîne intermédiaire. Je ne pense pas que le barrage lui-même va détruire énormément d'insectes ou d'espèces en général. Comme les insectes sont liés aux plantes et qu'il n'y a pas de plantes endémiques, donc le barrage ne devrait pas détruire. Par contre, il risque de les repousser dans des limites autres. Le barrage ne me fait pas vraiment peur. Par contre, c'est certain qu'il va falloir continuer à le surveiller par la suite pour justement que cette transformation d'écosystème se fasse le mieux possible. Il va y avoir un phénomène transitoire de migration des espèces. Les poissons, notamment, vont aller dans les affluents, mais ils reviendront. Il va y avoir un phénomène, bien entendu, de migration des animaux, mais nous avons prévu un plan de sauvetage pour accompagner ces migrations, et les scientifiques ont souhaité, et nous avons eu plaisir à le faire pour eux, mettre en place un plan de sauvegarde qui va leur permettre d'analyser le comportement de tous ces animaux. Quand les eaux montent, les animaux de la Guyane ne savent plus nager, y compris la tortue de terre et le paresseux. Dès qu'ils vont voir que les eaux montent, ils le menacent, ils vont traverser, ils vont aller à terre où il y a de la forêt et vont disparaître dans la forêt. Et néanmoins, il faut déjà penser à une chose, la faune autour de Petit-Saut, il ne faut pas se faire des illusions non plus. Ça fait depuis 3 ans, il y a plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers d'ouvriers brésiliens qui travaillent là-bas, qui vivent sur la nature. Alors donc, il va y avoir de très grandes surprises quand le barrage s'ouvre. Tout près de Kourou, sur des roches anciennes, d'étranges gravures géométriques. Sans ces grands travaux, l'histoire des Amérindiens et de leur migration depuis l'Asie aurait-elle pu être décryptée?
Non, il est très clair, il n'y aurait même pas eu une équipe qui serait intervenue sur cette zone-là, sans doute avant très longtemps. Donc il est sûr que cette archéologie des grands travaux, elle permet de trouver des moyens, à la fois avec un aménageur comme EDF qui peut donc s'impliquer financièrement pour financer de la recherche. Et puis dans le cas de Petit Saut, le ministère de la Culture et aussi les collectivités territoriales se sont impliquées. Et donc on a pu réunir des financements de façon à intervenir ici avec une équipe qui est maintenant importante. On est actuellement à Petit Saut à environ 300 sites pour 300 km². Donc on est très loin du compte, il y a énormément de sites qu'on n'a pas encore trouvés, mais ne serait-ce que si on multipliait ce chiffre-là, on arriverait à 90 000 sites pour la Guyane. Or, la carte de la Guyane recense actuellement 400 ou 500 sites. Bon, EDF est vraiment convaincu que c'est un ouvrage qui a sa place dans l'économie guyanaise, qui répond bien aux besoins de l'économie guyanaise, et qui a la vertu d'avoir été réalisé en prenant en compte tous les équilibres du point de vue de l'environnement. Nous allons passer d'un écosystème fluvial et forestier tel qu'il est actuellement à un nouvel écosystème lacustre sous l'emprise de la retenue. Et que tous nos efforts aujourd'hui tendent à avoir une connaissance intime, profonde de tous les phénomènes, faune, flore, animaux, que recèle l'état des lieux tel qu'il est, pour pouvoir assurer le passage à un nouvel état des lieux qui sera lui aussi tout aussi respectueux des grands équilibres de l'environnement. Le barrage de Petit Saut deviendra vite une anecdote dans l'histoire du paysage guyanais. Il n'en reste pas moins que les responsables de l'Orstom, l'INRA, l'ONF, le Muséum d'histoire naturelle, le ministère de l'Environnement, le BRGM et l'Institut Pasteur, sous le couvert de Sylvolab, devront rester en éveil. Je crois que la prise de conscience que l'on a vue récemment à Rio par tout le monde de l'intérêt de la forêt amazonienne est telle que cette évolution vers une exploitation durable devra s'amplifier, devra se développer pour que chacun puisse garder au maximum ses ressources. Je crois que c'est ça qui est essentiel et c'est une prise de conscience à la fois régionale, nationale et internationale et seule cette prise de conscience pourra permettre d'espérer avoir dans un siècle une forêt satisfaisante. Le forestier est en général doux, il n'aime pas la manière forte, parce que pour lui, cultiver la forêt, c'est imiter la nature et simplement hâter son œuvre. Mais par contre, il est têtu, comme la nature. Il a tout son temps. Nous allons quitter la Guyane, ce morceau de l'Amazonie, terre de toutes les aventures. La canopée semble toujours intacte, calme et sereine. La forêt tropicale, si riche, si généreuse, a toujours su au cours des millénaires se passer des hommes. Et si la sagesse des hommes l'emporte sur la folie d'une déforestation intensive et le profit immédiat, alors peut-être nos petits-enfants et les générations futures pourront-ils continuer de vivre avec la présence rassurante sur notre planète des forêts primaires tropicales.